de gigoter là derrière. Regarde ce que je vais te faire. Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve avec une bonne vieille comédie des années 90, Un flic à la maternelle. Un film réalisé par Ivan Reitman, surtout connu pour Ghostbusters, et qui a signé plusieurs comédies avec Schwarzy comme Jumeaux ou encore Junior. Le film raconte donc l'histoire de John Kimball, un agent de police qui ne fait pas dans la dentelle et qui va devoir, pour inculper un baron de la drogue, infiltrer un milieu encore inconnu, une école maternelle. Un film qui a permis à Schwarzy de se distinguer par son humour et son autodérision, que Reitman exploite totalement dans ce film. C'est d'ailleurs l'une de ses forces, d'être parvenu à osciller très habilement entre le côté bourrin et le côté plus loufoque de l'acteur, qui montre qu'il peut aller largement au-delà des muscles. C'est d'ailleurs assez amusant de voir l'icône de Predator, de Commando, de Conan ou encore de Terminator se faire malmener par tous ces petits monstres. Le tournage n'aura d'ailleurs pas été de tout repos. On pourra aussi dire que l'aventure dans l'humour et l'auto-parodie fonctionnera davantage que pour son rival de l'époque, devenu ami Sylvester Stallone. Notons quelques détails, comme le fait que c'est Arnold Schwarzenegger lui-même qui a fait des pieds et des mains pour que ce projet aboutisse aux côtés de Reitman. Probablement pensif à l'idée lui-même d'être père pour la première fois, mais aussi par l'envie de confirmer le succès de Jumeaux et de s'établir dans une image plus universelle, et qui lui serait forcément plus bénéfique dans ses ambitions politiques. De quoi j'ai l'air? Et aux côtés de Schwarzy, on retrouve Penelope Ann Miller, qui a également joué à l'époque dans des films comme L'Éveil, L'Impasse, Chaplin, et un rôle beaucoup plus récent dans le film The Artist. On a également Pamela Reed, qu'on retrouve dans Junior. Il y a aussi la même actrice qui joue la méchante dans Casper, Katie Moriarty. Et l'inimitable Linda Hunt, qui ne paie pas de mine, mais que l'on retrouve quand même dans des films comme Silverado, L'année de tous les dangers de Peter Weir, Popeye avec Robin Williams, ou encore L'inconditionnel Dune. On peut mentionner Carol Baker, qui joue la mère de Crisp, pas forcément mise en valeur dans ce film, mais qui s'est notamment démarquée en jouant dans La Poupée de chair, un film d'Elia Kazan, ou aux côtés de James Dean et d'Elizabeth Taylor dans Géant. Je pense également à un vieux western dont j'ai oublié le nom, mais c'était avec Gregory Peck. Et bien sûr, tous les enfants qui sont probablement la plus grande réussite de ce film, étant tous caractérisés par un geste ou une phrase, une réplique qui fait mouche. Ils ont une vraie présence à l'écran et transmettent beaucoup d'énergie et de vitalité au film. Tous ceux qui travaillent aux côtés d'enfants ne pourront que se reconnaître dans certaines situations ou dans les interrogations des enfants, qui parfois donnent bien du fil à retordre à l'adulte pour y répondre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La plupart d'entre eux proviennent du lieu même du tournage, la ville d'Astoria, et ne sont donc pas comédiens. On peut quand même noter la présence de Miko Hughes, qui a joué dans Cimetière, Apollo 13 ou encore Code Mercury aux côtés de Bruce Willis. Ou encore Odetta Enable, qui a joué dans Cloverfield et Unborn. Et petite anecdote pour Dominique, qui est en réalité joué par deux acteurs différents, des jumeaux, Christian et Joseph Cousin. En le revoyant, serez-vous désormais capable de faire la différence entre l'un et l'autre? Et notons quand même la présence de Jason Reitman, le fils du réalisateur, qui joue la scène où il embrasse une fille. N'est-ce pas plutôt cool comme situation? Et on le retrouvera également dans SOS Fantôme 2 ou encore Jumeaux.
Et comme son père, il est devenu réalisateur, en tournant quelques comédies, toujours avec de très bons acteurs, et c'est également lui qui est à la réalisation de la suite directe de la franchise réalisée par son propre père, Ghostbusters, l'héritage, ce qui est carrément encore plus cool. Et on ne peut qu'imaginer que cela doit être une immense fierté. Votre shérif est fier de vous. Un flic à la maternelle est une récréation familiale remplie de nostalgie qui ne sera pas au goût de tous. Certains se seront régalés et se souviendront encore de scènes mémorables et de répliques cultes, là où d'autres seront dépités par cette mascarade mièvre et sans saveur. Avec ses caricatures, ses clichés, un surplus de sous-intrigues, une romance cousue de fil blanc et des gags un peu forcés qui ne fonctionneront pas. Et forcément, on ne peut pas tous apprécier Schwarzy ou tout simplement de le voir avec cette dérision, ses émotions et ce happy end nappé d'un bisou comme cerise sur le gâteau. Pourtant, Reitman tente de s'éloigner des clichés hollywoodiens avec quelques scènes qui seraient probablement jugées de nos jours comme trop intenses pour un jeune public, se finissant tout de même dans le sang et les flammes. Le rapport à la violence à cette époque n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Il fait partie de ces productions qui n'hésitaient pas à se montrer sombres et cash, tout en restant très divertissant et transmettant des valeurs positives, comme le dépassement de soi, le respect et le courage. Pour ma part, c'est l'un des films de mon enfance que je connais par cœur et que j'ai vu des dizaines et dizaines de fois, et dont je prends toujours autant de plaisir à revoir. Et quand j'y pense, je n'ai d'ailleurs jamais eu cet effet de voir Schwarzy à contre-emploi, car j'ai grandi à la fois avec ses comédies et ses films d'action. Je ne vois finalement pas pourquoi ce genre de film ne fonctionnerait qu'en famille, et que l'adulte ne pourrait pas ou ne devrait pas l'apprécier. Ça, c'est encore cette histoire de la rétrospective qui nous fait découvrir l'ordre chronologique de leurs films et qui peut altérer un peu la perception de nos souvenirs à travers le temps. Car à l'époque, on voyait les films soit par le vidéoclub, soit à la télé, sans ordre particulier. Même si la forme semble vieillotte, il conserve un charme propre de son époque. C'est un conte à la fois dynamique et dramatique, désopilant et attendrissant. Et les messages véhiculés n'ont clairement rien à envier aux productions actuelles. Le début du film commence vraiment comme un film d'action traditionnel, avec un John Kimball charismatique et implacable, proche d'un inspecteur Harry qui fonce dans le tas, comme lorsqu'il va chercher la junkie. Avant de complètement basculer de style et de genre. On le voit chanter, porter du rose, s'émerveiller, tout en peinant à se faire entendre et comprendre par les enfants, trouvant dans ce coup de sifflet un moyen d'ordonner et de recadrer cette vie qui lui échappe. Bien qu'une comédie, l'intrigue propose une véritable introspection qui peut être assez touchante, comme quand John parle de son fils par exemple, de ses sentiments, ou quand il lit le passage du livre pour enfants, quand nous étions tout petits. C'est ce que son antagoniste Crisp lui dit. La vie de John n'a de sens qu'à travers les méchants qu'il traque. Sans eux ou sans lui, il ne serait rien. Ce côté expéditif est là depuis que sa vie personnelle a échoué. Et il court sans relâche après les malfrats pour se calmer les nerfs. C'est presque comme s'il se traquait lui-même. On retrouve quelques symptômes des super-héros qui trouvent le sens de leur existence grâce aux adversaires qu'ils affrontent, mais qui en même temps vont scinder leur identité en deux, dont l'une finit par devenir prisonnière et dépendante des confrontations et sensations fortes. À l'image de ces deux hommes qui s'opposent, mais très semblables en tant qu'individus. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si la famille des deux hommes les ont fuis. Il n'y a qu'en abandonnant ces vieilles habitudes pour en investir d'autres qu'il est alors possible d'ouvrir les yeux et de se transformer.
de voir et d'approcher ce qui nous a toujours échappé jusqu'à présent. L'introspection peut aussi se lier, s'amalgamer à l'éducation, au rôle de l'adulte au sein de la société, de ce qu'il va laisser comme image, comme message. Qu'elle soit parentale ou professorale, ou même nationale, avec une référence ouverte à Lincoln, l'un des pères de la nation. Il y a ce passage où les enfants vont répéter leur texte, où l'un d'entre eux va trébucher sur la phrase « les pères de nos pères ». Ce qui semble anodin, mais l'histoire mettant beaucoup en avant l'absence du père, fait une analogie que la transmission et l'éducation, par substitution, peuvent également passer par nos ancêtres et les figures emblématiques d'une nation ou du monde, les pères de nos pères. Il y a une vraie dimension sociale et culturelle. Violence conjugale et familiale, divorce, monoparentalité, écorchant fortement l'image de l'homme en général, offrant clairement les meilleurs rôles aux femmes, qui sont bien loin d'être de simples faire-valoir comme dans beaucoup de films. L'éducation est au cœur du film, montrant que les défaillances de l'enfance se répercutent dans la vie d'adulte, que tout se joue à ce moment-là. Le monde de l'enfance est souvent dévalorisé ou déconsidéré par rapport aux problèmes sérieux de l'adulte, qui se croit être investi d'une mission, d'une quête qui va changer le monde, mais sans interroger le quotidien le plus anodin qui conduit et construit le monde de demain. John ne fait que reproduire le schéma familial, ne sachant pas vraiment pourquoi il est policier. Et paradoxalement, c'est grâce à Crisp, ou en l'occurrence sa femme et son fils, qui vont lui permettre de s'interroger et de changer. L'amour et le contact avec les enfants lui donnent du recul et une nouvelle approche sur lui-même. En se reconnectant avec son enfant intérieur, jusqu'au point de commencer à s'apprécier, d'apprendre à s'aimer. L'affrontement final avec Crisp n'a plus rien à voir avec celui du début, avec un Kimball qui a des choses à perdre et à défendre. Ce sont là de nouvelles émotions, plus nobles qui lui donnent sa motivation. Là où Crisp n'est encore que lui-même le produit de sa propre mère, dont il ne s'affranchira jamais. Il trépasse d'ailleurs bien avant elle, qui reste l'esprit machiavélique du film. Bien qu'elle-même est tout comme Joyce, une mère qui protège son fils comme elle le peut, n'ayant pas eu d'homme à ses côtés. Si elle parvient devant notre héros sans que celui-ci ne puisse lui faire face, c'est en quelque sorte parce que l'homme n'a pas d'emprise sous le poids de l'amour d'une mère. On peut d'ailleurs voir dans la quête du fils, Crisp, une chance de progression. Une opportunité de devenir lui-même un père en incarnant le rôle dont il n'a jamais eu le modèle. Même si on voit que c'est rapidement voué à l'échec, il y a quand même un bref instant d'émotion lorsqu'il parle à son fils qui ne le reconnaît pas. Mais le fait même de brûler la bibliothèque et de chiffonner les dessins des enfants est lourd de sens, d'autant qu'il se vantait juste avant d'avoir appris à lire et à écrire à son fils. Il y a cette rupture ici avec l'éducation et sa bonne volonté pour l'avenir. La mort de celui-ci n'est là que pour signifier et rompre avec la mauvaise personnalité de John, ses vieilles habitudes et son passé. C'est la thématique du film, que l'on ait tous la reproduction d'un schéma familial, d'une éducation, d'une façon de faire qui n'est que rarement remise en question. C'est aussi pour cela que John utilise des méthodes qui ne sont pas conventionnelles. Déjà parce qu'il n'est pas professeur, mais aussi pour dire qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. On interroge le système et les mécaniques de l'homme par un élément extérieur pour le réinvestir de l'intérieur. Je vais chercher du renfort. Attends-moi, je reviens, d'accord? Je finirai sur la musique composée par Randy Edelman, qui a plusieurs collaborations avec Ivan Reitman pour Jumeaux SOS Fantôme 2 et 6 jours et 7 nuits.
ainsi que sur des films comme Le Dernier des Mohicans, Cœur de Dragon, ou encore des comédies comme Beethoven et The Mask. Voilà pour ce film de transition entre la machine de guerre et le héros au grand cœur tel qu'on le connaît. Une narration simple et efficace de mise en abîme qui permet de montrer les deux facettes du chêne autrichien, autant sur écran que dans la vie. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.